Excellent. Donc, c'est ça la présentation aujourd'hui, par revenir sur deux articles, en fait, deux formes de résultats issus de recherches que je mène avec des étudiants gradués et maintenant des docteurs et non plus des doctorants dans le cas de Chloé Rézère. Puis l'idée, donc au début, ça va être un petit peu de revenir sur comment j'en suis arrivée à travailler sur le campus 1000. Puis après, de vous présenter un peu les différents résultats des recherches pour ouvrir après la discussion. Est-ce qu'on commence? Oui. Euh, donc, ben, tu peux passer à l'autre diapo si tu veux, Catherine. L'idée, en fait, pour moi, c'était de vous expliquer un peu sur quoi je travaille en études urbaines et en géographie urbaine plus précisément. Donc, moi, mon objet de recherche global, c'est le lien entre les mobilités et les formes de production urbaine. Et notamment dans les mobilités, j'entends à la fois la question des migrations, mais aussi des circulations de modèles, mais aussi des mobilités résidentielles et comment ça, alors il manque un S à production, mais comment ça s'imbrique dans la production urbaine. Et donc, j'ai un intérêt plus particulier pour des approches comparatives entre des villes, ce qui fait que Montréal n'est pas mon seul terrain d'étude, et pour des espaces que je qualifie d'entre ou en transition, en abordant ces espaces à la fois à travers les théories du capitalisme urbain, mais aussi de par des appropriations ou des détournements de l'espace par les individus et les groupes, donc ce qui donne aussi des usages parfois temporaires, détournés, ou aussi des possibles pour des luttes et des résistances. Donc, c'est un peu ça pour vous expliquer. Et donc, dans ces approches-là, quand j'ai commencé à travailler à Montréal, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé par travailler sur les quartiers d'immigration de Saint-Michel et de Montréal-Nord en travaillant en collaboration avec des organismes communautaires, notamment la Maison d'Haïti, et avec des populations d'origine haïtienne. Et en allant régulièrement à Saint-Michel, je suis tombée sur ce qui n'était pas encore le complexe environnemental de Saint-Michel, mais ce qui était un espèce de trou. Et j'ai eu donc un intérêt pour commencer à regarder ce qu'étaient ces friches industrielles à Montréal et comment elles allaient rentrer dans des plans de réaménagement, de rénovation et de revalorisation. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux friches et c'est par ce biais-là que j'en suis arrivée à m'intéresser au Campus 1000 et au projet du Campus 1000. Donc, je commence à aller sur la parcelle à partir de 2016. Et ce qui m'intéressait, c'est aussi que non seulement c'était une reconversion de friche industrielle, c'était à proximité d'un quartier, Parc Extension, dont on va beaucoup parler, qui est un quartier d'immigration, de transition pour les nouveaux arrivants, etc. Donc, ça rentrait aussi dans mes intérêts pour les migrations et les mobilités résidentielles. Et l'autre intérêt, c'est aussi ma position, qui est que je suis donc géographe au département de l'Université de Montréal et le département de géographie allait bouger dans ce nouveau campus qui s'appelait à l'époque le campus Outremont. Et donc, on allait y déménager. Donc, j'ai décidé de commencer à m'y intéresser avec des premières visites sur le terrain au sein de mon cours de géographie urbaine et puis des formes de début d'entrevue, de terrain préliminaire, je ne sais pas comment on pourrait nommer ça, puis des prises de photos. Donc là, vous voyez des photos prises en octobre 2016 avec des analystes urbains qui étaient passés par là avant nous sur le panneau 120 millions de dollars pour revitaliser le futur et qui ont barré revitaliser pour marquer gentrifier. Et puis aussi une discussion que j'ai avec un résident à un moment d'octobre et qui me dit, bon, je l'ai laissé en anglais, mais en gros, Parkex est aussi en train de gentrifier, je n'aime pas ça.
Je n'aime pas que ça devienne un espace en vogue et qui devienne surtout de plus en plus cher. Quand j'ai bougé ici il y a 25 ans, c'était bien moins cher et on a l'impression que Parc Extension a été découvert. D'ailleurs, les gens font beaucoup d'interviews et vous êtes en train d'en faire une. Donc, on avait rigolé sur ça et c'est un peu ça le départ de ma recherche. Le, le but donc aujourd'hui, c'est de vous présenter deux articles qui sont sortis assez récemment, un en 2022 dans Urban Geography et qui s'appelle Before Displacement, donc qui est en anglais Studentification, Campus-led Gentrification and Rental Market Transformation in a Multi-ethnic Neighborhood, Parc Extension, que j'ai donc coécrit avec Chloé Rézère qui faisait pendant ce temps-là, son doctorat sur les trajectoires des familles migrantes avec enfants dans les quartiers de Parc Extension et de Saint-Michel. Yannick Baumann, qui commençait, qui était en prédoc, et Rodolphe Gonzalez, qui est toujours d'ailleurs notre ingénieur cartographe géoweb au département de géographie. Et puis un deuxième qui est sorti un peu plus tard et qui s'intéresse plus spécifiquement, non pas à la transformation du parc locatif, mais au rôle des politiques publiques dans ce qu'on peut appeler la gentrification. Et puis je vous ai mis en photo aussi derrière l'affiche d'un film documentaire qu'on a fait pendant ce temps-là. Qui implique également Chloé Rézère et Yannick Baumann dans la réalisation. Donc, en gros, les données qu'on va vous présenter aujourd'hui sont issues de trois formes de prélèvement de données. La plupart des entrevues avec les acteurs ont été menées durant un cours de terrain que je donne en géo-humaine à chaque fin d'été. Et en 2019, alors qu'on allait déménager dans le campus, j'ai décidé de faire travailler les étudiants et étudiantes sur le campus 1000. Et donc, j'ai organisé des rendez-vous avec la mairesse d'arrondissement à ce moment-là, avec des acteurs impliqués sur le terrain, avec les urbanistes d'Outremont, parce que le campus 1000 est situé à Outremont, avec la directrice des communications de l'Université de Montréal pour l'installation sur la parcelle du campus 1000. Et donc, la plupart des entrevues institutionnelles sont issues de ce cours de terrain. Les entretiens avec le comité d'action de Parc Extension, et il y en a plusieurs des extraits qui vont vous être présentés, plus particulièrement, ont été faits lors du tournage du documentaire. On a un entretien très long dans les locaux du CAP. Et puis, on a aussi des entretiens avec les familles résidentes immigrantes qui sont directement issues du travail de thèse de Chloé Rézère. Et puis, la troisième forme de données qui va vous être présentée, c'est des données plus quantitatives, et notamment par rapport au premier article avec lequel je vais commencer, qui est Before Displacement. Parce qu'en fait, en partant des constats un peu empiriques de travail de terrain, de la pression ressentie par les locataires, etc., on se trouvait un peu dépossédé en termes de preuves pour montrer, notamment à l'université, qui est mon employeur, mais qui est aussi le lieu de travail des personnes avec lesquelles je co-signe ces articles, les impacts et les effets du campus 1000. Et donc, c'est parce qu'on part d'un constat plutôt sur des méthodes qualitatives d'entretien avec les gens. Le premier entretien que je vous cite, c'est 2016. Donc, c'est 3 ans avant l'ouverture du campus. Et il y a déjà une tendance qui se sent dans les résidents et résidentes de Parcex. Et donc, on part de cette donnée qualitative et on essaye d'avoir une approche plus quantitative de quantification de ce qu'il est en train de se passer sur le marché locatif. Et donc, c'est un peu ça ce que je vais vous présenter, c'est quels ont été les impacts et qu'est-ce qu'on peut prouver des impacts du campus 1000 sur la transformation du parc locatif. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça Before Displacement, parce que techniquement, avec les données du recensement auxquelles on avait accès au moment où on faisait les entretiens, on ne pouvait pas vraiment dire que Parcex était en train de changer fondamentalement. On ne pouvait pas vraiment prouver qu'il y avait des déplacements de locataires, qu'il y avait des augmentations de loyers, parce qu'on avait des moyennes locatives qui étaient fondées sur des années auparavant et qui ne représentaient pas ce que nous, on avait envie de montrer.
Donc, en gros, les questions de recherche qui vont guider les deux articles un peu différemment sont comment le projet du campus MID est une forme de gentrification par la puissance publique. Dans la littérature anglophone, on appelle ça state-led gentrification et ça représente un peu la troisième vague dans la chronologie effectuée en Amérique du Nord sur comment la gentrification se produit. Quels sont les impacts de ce campus sur l'environnement immédiat, donc à la fois sur le parc locatif, mais aussi sur une forme de blanchiment de la population, l'arrivée de classes moyennes supérieures qui vont se loger dans des nouveaux condos ou récupérer des unifamiliales et transformer les équilibres sociodémographiques du quartier. Et puis le rôle des étudiants et étudiantes, parce que l'arrivée d'un campus où 2000 étudiants et étudiantes vont et se rendent quotidiennement ou presque, on le sait par la littérature sur la studentification, va générer des formes locatives nouvelles avec une volonté, par exemple, de faire des colocations à proximité du campus, etc. Et enfin, on va s'interroger un peu sur les moyens par quels moyens, en fait, la création de ce projet urbain qui est le Campus 1000, en fait, accélère la gentrification dans le quartier avoisinant de Parc Extension. Donc, pour revenir sur le contexte, c'est une carte qui a été réalisée par Yannick Baumann. Le projet du campus s'inscrit en fait, sur une parcelle beaucoup plus large, qui est l'ancienne gare de triage de la compagnie du Canadian Pacific, qui est acquise en 2006 par l'Université de Montréal. Et donc, en fait, on est sur une opération qui ne concerne pas juste un des polygones bleus que vous voyez, qui est le campus actuel, mais l'ensemble d'une parcelle. Et l'ensemble de cette parcelle appartient à un plan de requalification plus large qui est déjà écrit dans le plan d'urbanisme de la ville de Montréal en 2004 et dont l'idée, donc, c'est ce qui est un peu en bleu grisé avec les infrastructures industrielles qui s'appelle le PEDUS et dont l'idée principale est de reconvertir, requalifier un ancien corridor industriel pour en faire un espace d'économie, de l'intelligence artificielle, créative, et pour avoir aussi potentiellement des espaces anciennement zonés industriels qui deviennent des espaces résidentiels avec un objectif de développement économique et social urbain. C'est ça que veut dire le PDU, c'est plan de développement urbain, économique et social, qui réaffirme en gros la nécessité pour la ville de Montréal de transformer l'ancien secteur industriel en quartier du savoir. Et ce qui est important à dire, c'est que dès les plans du PEDUS, donc, qui est approuvé en 2013, on a depuis déjà quelques années des organismes, et notamment des organismes de parc extension, qui s'inquiètent sur les transformations qui vont avoir lieu, qui s'inquiètent sur l'arrivée d'un possible campus et qui, dès le départ, je vais citer un extrait du rapport du RAMP en 2007, disent un tel développement comme celui qui est proposé fait que le projet apportera une valeur ajoutée à la région métropolitaine et à la zone entourant le site du chantier. Mais nous devons tenir compte des possibilités et des menaces potentielles qu'un projet de cette envergure représente pour un quartier urbain comme Parc Extension. Donc, dès le départ, il y a quand même des personnes mobilisées, des groupes communautaires mobilisés et qui voient comment, en fait, cette action de revalorisation d'une friche ferroviaire va être aussi une revalorisation foncière des secteurs industriels et une politique de la part de la métropole montréalaise pour assumer une compétitivité interurbaine très forte à l'ère de la mondialisation néolibérale. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on voit très bien que le MIL, donc qui veut dire milieu de l'île, est
Montréal Innovative Lab, hein, si vous voulez savoir ce que veut dire le MIL, est clairement un processus de réintégration d'espaces désinvestis dans les circuits du capitalisme urbain. On peut vraiment l'analyser par le haut comme ça. On voit aussi sur cette carte qui est un peu plus détaillée l'apparition d'un cluster de l'intelligence artificielle à proximité du MIL et dans les limites du PEDUSE, qui va bien évidemment favoriser une réorientation globale de cet espace vers l'économie créative et de la connaissance. Et puis, on peut aussi lire ça de façon, dans les grandes lignes de l'analyse urbaine, comme une forme de sécurisation de l'investissement privé par de l'investissement public dans les infrastructures, et notamment dans ce cas-là, des infrastructures de la connaissance qui sont les universités. Ce qu'il faut voir dans ce projet, c'est que c'est un projet qui se construit à proximité d'un quartier qui est souvent cité comme un des quartiers avec les plus faibles revenus au Canada. On a, dans les données du recensement de 2016, à peu près 39% des ménages qui sont considérés comme à faible revenu à Parc Extension. 60% des habitants et habitantes se définissent dans le recensement comme appartenant à une minorité visible, ce qui est le terme consensuel du recensement canadien. Et surtout, comme vous voyez dans cette carte réalisée à partir des données de 2016, on est globalement entouré par des quartiers dont les revenus, alors vous avez Ville-Mont-Royal, Outremont, Villeray et la Petite Patrie, mais surtout ce qui ressort, c'est le bleu foncé de Ville-Mont-Royal et d'Outremont. On est dans un quartier qui est adjacent, mais séparé, avec des quartiers beaucoup plus aisés, pour ne pas dire très bourgeois, parce que c'est ça le terme qu'il faudrait employer. Alors que Parc Extension est un quartier dense, que l'ensemble de l'agglomération de Montréal, et ça a été prouvé notamment par les études du RECLAC, mais aussi par plusieurs données avant que nous produisions nos propres données de scrapping de Kijiji, et dans une crise du logement importante, que les taux d'inoccupation à Parc Extension et le CAP a tout à fait sensibilisé au moment de l'arrivée du MIL sur cette question-là, est proche de zéro. Et alors qu'on a un quartier de 79% de locataires au recensement de 2016, on voit de plus en plus des conversions en condo, la diminution de la part des locataires, ce qui fait que ça crée une pression extrêmement importante sur les populations de ce quartier. Tu peux changer la diapo. Donc, comme je vous le disais, pour commencer à réfléchir, finalement, on est parti un peu des enquêtes de Chloé avec les familles immigrantes locataires qui lui disaient en entrevue, vu qu'elle s'intéressait à leur trajectoire résidentielle dans les quartiers, notamment, oui, ça a beaucoup changé récemment par rapport à ce que c'était avant, ou en fait, avec des locataires et des ménages qui se rendaient bien compte de la transformation, mais qui n'étaient pas nécessairement capables de le lier avec l'arrivée du Campus 1000, voire qui parfois, notamment dans les entretiens faits en 2018 ou ceux que moi j'ai pu faire en 2016, il n'y a souvent pas de lien, voire une non-connaissance de l'arrivée de ce projet, ce qui montre aussi qu'il y a eu très peu d'informations avec les habitants et habitantes du quartier. Et donc, pour revenir aux citations, oui, ça a beaucoup changé récemment par rapport à ce que c'était avant. Avant, on pouvait voir partout dans Parkex des panneaux à louer, mais pas cette année, je ne vois plus ces panneaux. Oui, c'est très cher maintenant. Ici, donc on est dans le 4,5 de la personne que Chloé interview. Je ne paie que 550 $, mais le propriétaire m'a dit qu'il mettrait mon appartement à 800 ou 900 $ quand nous déménageons. L'autre entretien avec une résidente dit « Alors, oui, je dors sur le canapé dans le salon. Mes filles me disent « Maman, on veut que tu aies une chambre. » Mais je leur dis qu'on ne trouvera jamais ça ailleurs au même prix. Ma dernière maison, rue de l'Épée, elle était en mauvais état. Il y avait des souris. Alors ici, on est bien, on reste ici. Et je ne quitterai pas Parc Extension. D'ailleurs, Parc Extension est coincé avec moi. C'est une traduction de l'anglais. Donc, à la fin, elle dit « Parc Extension is stuck with me ». Donc, on part un peu de cette
façon dont les ménages et les familles immigrantes voient qu'ils n'ont plus capacité à déménager dans le quartier, alors qu'ils aiment ce quartier, qu'ils y trouvent des réseaux sociaux, des réseaux d'entraide, des réseaux communautaires qui leur sont bénéfiques, et que quand ils essayent de vouloir déménager pour trouver des logements peut-être un peu plus grands, dans le cas de cette maman qui dort sur le canapé dans le salon, en fait, ils n'ont plus d'accès à une offre. Où on voit aussi l'autre personne qui nous dit, avant, il y avait des panneaux à louer un peu partout dans Parc Extension, et maintenant, on ne voit plus du tout ces panneaux. Alors, dans le doctorat de Chloé Rézère, elle analyse ça à la fois par la transformation du parc locatif, mais aussi par la digitalisation du marché du logement, donc le fait qu'on passe de plus en plus sur des annonces en ligne. Et nous, c'est un peu ce qu'on a fait, en fait, c'est-à-dire que j'ai commencé à discuter avec notre ingénieur GeoWeb en lui disant, mais on ne pourrait pas aller chercher toutes les données de Kijiji pour voir un peu ce qui se passe concrètement sur les appartements à louer autour du Mille. Et comme Rodolphe est quelqu'un qui a pas mal de suite dans les idées, il me dit, on ne va pas juste scraper autour du Mille, on va scraper Montréal au complet. Comme ça, on pourra aussi regarder l'ensemble d'évolution des prix à Parkex et dans le contexte montréalais, pour pouvoir aussi mieux déterminer quel est l'impact du campus sur l'augmentation des prix. Parce que l'augmentation des prix locatifs, on est d'accord. Puis si on regarde la première courbe, qui est celle en gris, qui représente l'ensemble de Montréal, on voit bien qu'entre 2019 et 2021, qui sont les années de données qu'on a utilisées pour l'article, l'ensemble des prix augmente. Et avec des prix moyens qui se situent finalement un peu en deçà de 1 000 $, mais avec quand même une offre qui s'en va jusqu'à 3 000 $ par mois. Et si on regarde Parc Extension, ce qu'on voit, c'est qu'on a cette augmentation qui est le trend, la tendance globale de l'ensemble de l'agglomération. Mais on voit quelque chose de plus intéressant à Parc Extension, c'est qu'il y a comme la création d'une deuxième classe de logements qui n'existait pas avant les années 2020-2021. Et donc, si vous regardez la courbe en rouge, vous vous rendez compte qu'en gros, autour de 2019, le prix moyen des annonces sur Kijiji est autour de 750 $ par mois. Et en fait, on voit que ça a légèrement augmenté, que ça s'est légèrement décalé en 2020-2021 avec quelque chose qui est plutôt autour de 800 $ par mois. Mais surtout, et c'est la courbe la plus pâle, on voit qu'il y a cette nouvelle classe de prix qui arrive, et qui arrive autour de 1 200-1 250 $ par mois, et qui était inexistante avant avant ces années-là. Donc, on part un peu de ces données, et on se dit, bon, on va voir, résultat, quel est l'impact spatial, hein, on est des géographes, donc c'est ça qu'on fait dans la vie. Si on mesure, on prend toutes les annonces Kijiji et on regarde la proximité du campus et en quoi ça va interférer avec les prix. Et ça, pareil, on ne va pas juste regarder Parc Extension, on va mettre en rapport avec l'ensemble des quartiers, ou presque des quartiers mitoyens du campus. Donc, on regarde Outremont, où on voit une variation de prix relativement avec des soubresauts selon les mois, mais finalement avec une tendance qui est autour de 400-430 $ par chambre pour Outremont. On regarde à 2 et à 4 km du Mille. Donc, en fait, on fait des analyses stats qui nous permettent de voir, de prendre en même temps Petite Patrie, Outremont, Parkex, Villeray et Ville-Mont-Royal, et donc de voir, selon qu'on est à 2 ou à 4 kilomètres du Mille, qu'est-ce que ça fait. On voit pareil une relative stabilité des prix moyens par chambre dans ces espèces de zones tampons autour du campus. Et par contre, quand on regarde les prix à Parc Extension qui apparaissent en bleu sur l'écran à partir de 2019 et jusqu'en 2021, on voit que tous les prix augmentent. Déjà, on voit une tendance à l'augmentation de façon extrêmement importante, mais aussi on voit que si on est à plus ou moins 500 mètres du campus 1000, l'augmentation se fait de façon plus radicale quand on est globalement plus proche du campus.
Une autre façon qu'on a eu de modéliser ces données-là, c'est en gros, on a pris des moments spécifiques et on a essayé aussi, à travers ces données, de jouer avec la Covid. Parce que, bien évidemment, le marché locatif a été aussi un peu figé dans le temps. Donc, on a exclu certains mois où il y a eu moins d'annonces, ou en tout cas, Yannick Baumann puis Rodolphe Gonzalez ont pas mal travaillé à rendre les données les plus représentatives possibles. Et donc là, on regarde en gros le prix par chambre dans des quartiers entre avril et mars 2020 et entre juin 2020 et avril 2021. En fait, on a un peu enlevé les moments de confinement qui ont beaucoup joué sur la faiblesse des mobilités résidentielles. Et donc, on voit qu'il y a des quartiers comme la Petite Patrie où finalement, entre ces deux moments, les prix par chambre sont restés très proches. On voit qu'il y a des espaces comme Outremont où les prix ont baissé, où en fait, on a des prix qui sont moins chers en 2020, 2021 qu'avant avant confinement. Alors, on peut expliquer ça aussi par le télétravail, les étudiants qui vont plus nécessairement de l'UDM, qui vont plus nécessairement se loger à proximité du campus de la montagne, etc. Mais si on regarde Parc Extension et surtout la partie sud de Parc Extension, on voit qu'on a un prix moyen par chambre qui passe globalement de 360, 355 dollars par chambre dans le premier moment et qui est presque rendu à 480, 490 dollars dans le deuxième set. Donc, on a presque une évolution de 100 dollars par chambre et dans le quartier de Parc Extension au sud, et une augmentation qui est aussi visible dans la partie nord, mais qui est moins visible. Donc, afin de pousser un peu ces données purement quantitatives, on a essayé aussi sur le scrapping d'avoir des analyses intertextuelles. Et donc, j'ai créé un champ lexical de la studentification et de l'université en demandant en fait sur toutes les annonces qu'on avait, le texte qui avait été prélevé aussi par Rodolphe dont vous avez un extrait sur la diapo. Splendide condo 5,5 dans un quartier en plein développement près du métro et du nouveau campus de l'UDM, construction neuve, soyez le premier à vivre ici. C'est une annonce pour un 5,5 dans Parkex. Donc, j'ai demandé à Rodolphe de faire automatiquement la présence ou l'absence de mots qui définissent la présence de l'université. Donc, on avait mis université, campus, on l'a fait en français, en anglais, colocation, Université de Montréal, tout un tas de mots. Je les ai notés, donc je peux vous le dire. Étudiant, campus, Université de Montréal, colocation et université tout court. Et en fait, dans chaque annonce avec un automate, en fait, dans chaque annonce, plus on est proche du rouge, là, donc comme on l'a montré, donc plus on est proche de 1, plus on est sûr que l'université ou le champ lexical donné a été évoqué, et plus on est dans les bleus et les verts, plus on n'a pas de confiance, de confidence, de certitude de la mention de ce champ lexical. Et donc, ce qu'on voit sur la carte en grand, c'est qu'en gros, autour des campus principaux de Montréal, qui sont l'UQAM, McGill, Concordia, l'UDM et l'UQAM, on a effectivement la présence d'un champ lexical associé à l'université très important dans les annonces de location. Mais surtout, ce qu'on voit, et ça, ça nous intéressait pour démontrer les effets de l'université sur Parkex, c'est que sur l'encart qui est à gauche, tout le sud de Parkex, et notamment autour de Beaumont, va commencer à avoir la présence de ce vocabulaire lié à l'université, alors que ce n'était pas le cas dans les annonces locatives auparavant. C'est ce qui nous a permis d'utiliser le mot campus-led gentrification. Donc, on s'est dit, finalement, on voit bien que dans un sens, l'arrivée de cette installation publique qui est l'Université de Montréal, enfin semi-publique, va booster les prix et va générer de nouvelles formes d'attraction de locataires inexistantes auparavant. Donc, l'article finit
sur les questions d'absence de mitigation et de déni de la part de l'université, mais aussi de la municipalité, avec finalement une forme qui est à la fois de la gentrification menée par l'État et de la New Build Gentrification, c'est-à-dire que on est sur une parcelle où il n'y avait pas de logement et pas de résidents, donc ils ne sont pas déplacés techniquement, mais on montre que l'arrivée de l'augmentation des prix à cause de l'arrivée du campus et aussi l'arrivée d'un vocabulaire qui s'adresse plus spécifiquement aux étudiants va déplacer, donc créer de la gentrification de la même façon que pour les résidents et résidentes de Parc Extension. Et puis, on montre aussi comment la gentrification et la studentification, c'est-à-dire l'arrivée massive de populations étudiantes, vont aller de manière concomitante et accélèrent les déplacements des résidents. Je vais parler maintenant un peu plus de l'article dans Métropole qui s'appelle donc la gentrification par projet. En fait, la gentrification par projet, ça a été ma façon technique de réussir à nommer en français quelque chose qui s'appelle dans la littérature anglophone State-led and New Build Gentrification, en essayant de montrer qu'à la fois c'est le projet urbain qui gentrifie, mais c'est aussi une volonté. Le projet, avoir pour projet de faire quelque chose, que c'est en jouant un peu sur ce double sens. Donc, j'ai fini par me dire que ça pouvait fonctionner et que ça pouvait être utile dans le vocabulaire français d'employer finalement des noms propres, enfin des noms qui correspondent à ce qu'on voit. Et là, le diagramme vous permet de montrer en fait toutes les implications des pouvoirs publics, des politiques publiques dans la planification et la mise en place du projet 1000 avec, donc c'est Chloé Rézère qui l'a réalisé, avec à la fois le gouvernement provincial en vert, l'Université de Montréal en bleu, les arrondissements orange et la ville, la municipalité en rouge. Et donc ça nous permet de revenir un peu sur les différents moments et les différentes phases. Et vous voyez bien qu'en fait, aujourd'hui, on est dans la troisième phase de ce projet et que la fin du projet est loin d'être réalisée. Alors même si les condos fleurissent et sont de plus en plus achevés, les travaux de l'école publique sont à peine commencés. On a quand même plusieurs phases. Et on sait qu'il y a une nouvelle consultation en 2022, qui a été quand même extrêmement catégorique sur les effets de ce projet urbain. On a parlé de plan Marshall, enfin, il y a quand même des mots avec une intensité extrêmement forte. Cela étant, à date, après ces résultats de la consultation publique, on n'a pas vu encore de réels arrêts. Et donc, pour aller vite, parce que j'aimerais qu'on puisse aussi avoir du temps pour la discussion, dans cet article qui s'intéresse plus aux politiques publiques et au rôle des politiques publiques dans la gentrification, on va beaucoup s'intéresser, parce que c'est quelque chose qui ressort très vite dans nos entretiens avec les acteurs, notamment les entretiens menés durant le cours de terrain avec les étudiants et étudiantes, que la politique de développement durable ou d'urbanisme durable de la ville de Montréal est en fait une des justifications de la façon dont le projet urbain est mené. Et donc, l'article s'ouvre sur une citation de la mairesse Valérie Plante qui nous dit, à l'inauguration du complexe des sciences en septembre 2019, « Nous pouvons aujourd'hui célébrer l'un des plus grands projets de transformation de Montréal, mais surtout, il s'agit du premier projet phare de développement durable pour la communauté montréalaise. Le Campus 1000 permet à Montréal de confirmer sa réputation de ville de savoir, mais aussi de ville moderne, branchée sur les besoins de sa population et capable d'offrir un quartier mixte, durable, diversifié et intégré. » Donc, en gros, ce qu'on peut lire à travers les lignes, c'est qu'on va présenter ce projet comme un peu le nec plus ultra des politiques publiques en matière d'urbanisme durable, que Montréal, dans son marketing urbain, va brandir cette réalisation comme quelque chose d'extrêmement novateur. Pour la première fois au Canada, et ça les urbanistes de l'arrondissement d'Outremont nous l'ont bien répété, on va chercher une certification LEED à l'échelle d'un quartier, donc pas juste d'un bâtiment, etc. Et donc, on va avoir un peu tout ce discours sur
une ville, donc vous avez tous les mots-clés dont vous avez besoin, mixte, durable, diversifié, intégré. Il manque peut-être créatif, mais vous avez l'espèce de milkshake parfait de la ville produite par les circuits du capitalisme urbain, mais qui se justifie à travers des nouvelles tendances de l'urbanisme. En parallèle, quand on a interviewé les travailleurs et travailleuses du CAP, donc du Comité d'action de Parc Extension, là c'est Amy qui nous parle en l'occurrence, eux, ils voient très bien l'espèce de scission entre ces discours-là et ce que ça fait sur le quartier. Alors, je vous rappelle que dans le discours de Valérie Plante, il y a quand même répondre aux besoins de nos habitants, hein, et c'est quand même dans ce qu'elle dit. Et là, on a quelque chose d'un peu différent, hein, son cloche un peu différent de la part des groupes communautaires qui disent c'est certain que l'université et la ville aiment présenter le campus comme étant un campus vert, qu'ils aiment parler des pistes cyclables, des projets éphémères, mais on se demande jusqu'à quel point c'est utile pour les résidents de Parc Extension, des jardins communautaires lorsqu'ils se font évincer de leur logement. À quel point ça leur sert une piste cyclable s'ils sont poussés en dehors du quartier. Je ne pense pas que les développements verts soient forcément négatifs, mais on se demande parfois pourquoi il n'y avait pas eu de développement, ce genre de développement à Parc Extension avant, qu'ils sachent que le campus s'en venait. Pourquoi ne s'intéressait-on pas à ça lorsque c'était majoritairement des habitants pauvres, racisés dans le quartier? Donc, on voit bien ici qu'on est sur une prise de conscience de comment les politiques publiques dites vertes peuvent être aussi des chevals de Troie d'une forme de transformation radicale, pas seulement du parc du logement, mais aussi des habitants qu'on vise, et notamment quand on évoque les jardins communautaires. Donc, vous avez une photo prise par Chloé en 2019 sur les jardins éphémères et le virage, hein, et qui montre aussi quel type de population va venir à participer à cette occupation de l'espace pendant la transition vers la construction du campus 1000 et qui montre bien donc un peu cette volonté de s'approprier, de faire approprier cette partie de la ville, non pas par les résidents et les résidentes, on va dire, de longue durée de Parc-Ex, mais par des nouvelles personnes. Et puis, l'autre chose qu'on voit aussi dans cet article, c'est comment les groupes de défense des locataires, et notamment le CAP, donc c'est une photo que j'ai prise lors de l'invitation de l'Université de Montréal à rencontrer ses voisins, hein. Et en fait, là, c'est André qui nous parle au CAP et qui nous dit, en fait, dans le PEDUS, donc dans le plan de développement urbain, économique et social, ils ont promis 225 unités de logements sociaux. Or, il y en a seulement 54 de ces unités qui sont construites pour l'instant. Et c'était un seul projet de coopérative d'habitation qui est situé sur De Castelnau. Et en fait, quand ils nous ont présenté le plan, on ne voyait pas les conséquences à ce moment-là, quand il y a eu les consultations sur le PEDUS. Ça fait en sorte que maintenant, tout le zonage permet aux promoteurs de faire leur projet de plein droit, donc sans possibilité pour les autorités publiques comme l'arrondissement ou la ville de Montréal d'utiliser l'obtention de la dérogation pour exiger des éléments à caractère social, comme du logement social. Donc, en fait, on s'est fait avoir dans le processus de consultation du PEDUS. Puis, on ne l'avait pas vu venir. On s'était fait rassurer en nous disant qu'on gardait un côté, 50%, tout le côté sud de Beaumont en zone d'emploi et une zone résidentielle de l'autre côté, de la rue jusqu'aux abords du métroparc. Mais là-dessus, on n'avait pas mesuré comment ça ouvrait le champ aux promoteurs pour faire un peu ce qu'ils veulent après ça, de plein droit. Donc, pour conclure et pour pouvoir un peu échanger avec vous, j'aime beaucoup à plaisanter avec un des membres du Crash qui s'appelle Ted Rutland et qui n'est pas là sur la politique de projet Montréal qu'on résume en 2 mots, sécuriser et verdir. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe pour nous dans le projet du Campus 1000. C'est que finalement, on a vraiment, pour revenir aux premières grandes littératures écrites sur la gentrification, cette idée de ville revanchiste. Donc ça, c'est une photo que j'ai pu prendre du haut du Millhouse, de l'autre côté du campus, du côté Outremont, mais on voit bien l'arrivée d'une ville élitiste, pas du tout inclusive, ni mixte, ni quoi que ce soit. Alors peut-être durable, peut-être, mais
comme nous le faisaient remarquer plusieurs acteurs sur le terrain, la durabilité, dans sa première pensée, celle du rapport de Brundtland, elle intègre une dimension sociale. Et en l'occurrence, dans ce cas-là, on ne la voit pas et on ne voit pas comment, encore aujourd'hui, ni la ville ni l'université n'essayent de pallier aux méfaits, à l'accélération de la gentrification qu'ils ont causée. Parce que soyons clairs, la gentrification de Parc Extension, en tout cas, ses phases pionnières, elle a commencé avant l'arrivée du Campus 1000. Le Campus 1000, par contre, a été un accélérateur incroyable, notamment, comme je le disais tout à l'heure, parce que l'investissement public sécurise l'investissement privé dans des espaces où, au départ, ils n'auraient pas nécessairement exploité le différentiel de rente foncière, pour parler en marxiste. Voilà, merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ne soyez pas timide. Il n'y a pas de questions. En fait, C'est une question très simple. Une des premières choses qui avait été prévue lorsque le plan a été présenté à la ville, il y avait, j'ai plus en tête, mais au moins 1200 logements étudiants prévus, construits sur le site, c'est-à-dire au lieu d'avoir les condos locatifs, il y aurait pu, alors je vais répondre à tout ça, pas de problème, je vois les questions. Donc la première question à laquelle je réponds, c'est comment on aurait pu faire pour éviter la gentrification dans ce projet. Donc la première question, la première réponse, c'est que notamment l'université a décidé après de ne plus construire des logements destinés aux étudiants et étudiantes, ce qui aurait permis d'avoir des logements qui évitent par exemple la gentrification par des colocations étudiantes ou le déplacement des populations résidentes. Donc ça a été un effet de mitigation qui n'a pas été fait. En laissant finalement en face se construire des condos locatifs de luxe où, si ma mémoire est bonne, je crois un 4,5 est à 2400 $ sur le marché. Donc, quand vous voyez dans les entrevues de Chloé que la personne paye 550 $ pour son 4,5, vous voyez le gros différentiel de rente qu'il y a. Donc, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de nouveaux projets de logements sociaux ou abordables à proximité du 1000, en tout cas à ma connaissance. Il pourrait y en avoir, il y a des luttes de la part du CAP sur le quartier, mais ce n'est pas aux abords directs du 1000 et pas du côté Outremont non plus. Je me trompe peut-être, mais de ce que j'en sais. Donc, c'est sûr que les projets qui étaient prévus dans le PEDUS peinent à se réaliser. Notamment, il y a eu plusieurs luttes qui n'ont pas abouti, où la ville n'a pas réussi à acquérir les terrains pour y construire du logement social. Je pense que Jarry a été André, tu me corrigeras, mais je pense que sur la dernière lutte sur Jarry, ça a été plutôt remporté par les luttes citoyennes, et que donc va y avoir, mais c'est aussi ce qu'il faut voir sur le logement abordable et les logements sociaux à Parkex, c'est que le pourcentage de logements subventionnés est extrêmement faible, alors qu'on est face à une population qui aurait des besoins immenses pour être protégée des effets spéculatifs du marché privé. Et pour la question d'André sur est-ce que sans le Campus 1000, Parkex ne serait-il pas gentrifié quand même?
Deux coops sont en développement sur le site de 185 unités. OK, 15% du développement immobilier. Sur le site du 1000, André? OK. Et au niveau côté Parkex ou côté Outremont? Je suis désolée, résultat, je m'instruis en même temps que vous. Parce que nous, on voit juste, OK, sur le côté Outremont, à proximité de l'école, donc, parce que tout le reste, ça a été construit sur des condos. OK. Donc, Hélène, pour revenir à ta question, par André, qui est mieux informé que moi, il y a donc deux coops qui sont en développement sur le site avec une promesse, de 185 unités côté Outremont. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qui va atterrir dans ces coops. Donc ça, c'est une vraie question. OK, merci pour le lien, Geneviève. Et pour revenir à la question d'André sur sans le 1000, Parkex serait-il pas gentrifié quand même? Eh ben, si on analyse ça dans une pure analyse de circulation du capital urbain, comme je vous montrais la première carte avec Villemont-Royal, Outremont, puis toute l'arrivée de l'intelligence artificielle, des clusters, etc., il est probable. Moi, je n'ai jamais dit que Parkex ne serait pas gentrifié. Et j'ai juste dit que le 1000 a été un espèce d'accélérateur que ça. Quand on voit le web scrapping, par exemple, de Kijiji, euh, sur juste les 2 années d'ouverture, on voit quand même cette espèce d'augmentation qui était commune à toute la ville de Montréal, comme on l'a bien montré. Mais par exemple, la création de cette espèce de classe de logement autour de 1200, 1300 dollars qui n'existait pas à Parkex, on pense, en tout cas, c'est ce qu'on dit dans l'article, on peut légitimement penser que c'est quand même lié à une accélération ou à une mise sur la carte de Parc Extension par le projet 1000. Donc oui, il y aurait certainement eu une gentrification qui se serait de toute façon développée à Parkex de façon segmentée, tel qu'on le voit d'ailleurs. Hein, ça reste un quartier où les enjeux de logement et plein d'enjeux sociaux sont loin d'être totalement évincés par des nouveaux gentrifieurs hipsters qui se logent à Parkex. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Je pense juste que ça a mis sur la carte le quartier comme un espace euh, euh, qui est possiblement un espace à investir pour les gens qui veulent spéculer. Est-ce que l'appréciation des prix depuis 2020 vient compliquer l'identification des effets propres au Campus 1000 ou comment vous les prenez en compte dans vos recherches? Quand vous dites l'appréciation hyper rapide des prix, c'est l'augmentation? Ouais, j'ai un micro, je peux parler. J'ai suivi la tendance des questions dans le chat, mais oui, tu sais, ce qui m'a sonné une cloche, c'est quand vous identifiez comme une nouvelle catégorie de prix dans Parc Extension, comparativement au reste de Montréal, mais ça coïncide aussi avec 2020 où il y a eu une explosion, oui, une augmentation là, des valeurs immobilières comme pas mal partout au Québec. Donc, dans ce contexte-là, au final, il y a un contexte général d'augmentation des valeurs immobilières qui est hyper rapide. Comment on se sépare, puis peut-être que la démarche n'est même pas pertinente, là, mais est-ce qu'on sépare les effets du Campus 1000, celui du contexte général? Si on peut imaginer qu'il y aurait un effet de ruissellement, pour reprendre le terme, dans Parkex, où les prix étant moins élevés, ben, plusieurs personnes identifient des opportunités d'augmentation de rente. Enfin, comment on l'inscrit dans ce contexte-là que j'imagine qui n'était pas celui du début des recherches, mais qui s'est... C'est pour ça qu'on a scrappé à l'échelle de la ville, parce que justement, et c'est pour ça que quand on présente la donnée de l'augmentation des loyers, on ne la présente pas toute seule en prenant Parkex comme un cas, puis isolé de tout le reste. On la présente toujours avec le reste des tendances des quartiers avoisinants sur le graphique en ligne ou sur la courbe avec Montréal dans son entier pour montrer que de toute façon, cette augmentation des prix, comme vous le dites, elle est effectivement
partout présente à l'échelle de la ville. Donc ça, c'est effectivement pour pas faire un effet de contexte un peu abusivement. Par contre, ce qu'on essaye de dire dans l'article, c'est que contrairement à Montréal, là, on a clairement une deuxième catégorie de logements qui se crée. Et effectivement, c'est pour ça qu'on ne s'est pas juste arrêté à une analyse quanti de Kijiji, mais qu'on a aussi fait une analyse qualitative des annonces pour montrer dans quelle mesure on arrivait à avoir entre l'augmentation des prix et la mention de l'Université de Montréal s'il y avait une corrélation. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas présenté, mais il me semble de mémoire que dans toutes les annonces à Perc Extension qui mentionnent l'Université de Montréal, le prix locatif moyen est de 100 $ plus élevé sur les 2 années de données présentées. Donc, on a quand même des corrélations stats qu'on est capable de montrer, même si je suis bien d'accord avec vous. L'idée de l'augmentation globale des prix, bah, ça et la pandémie n'ont pas facilité nos analyses statistiques, puisque ça a créé un peu plus d'effets de contexte. Voilà, mais c'est le principe de faire des sciences sociales, c'est qu'on n'est jamais dans un environnement parfait et qu'il faut prendre un peu en compte les effets connexes des choses. Mais clairement, je pense que pour nous, la façon de rentrer un peu plus dans le rôle de l'université, c'était à la fois de faire ce qu'on appelle des buffer zones, c'est-à-dire de valider si le facteur de proximité-distance avec l'Université de Montréal jouait sur l'augmentation des prix. Et ça a été validé. Et l'autre chose, c'était de voir s'il y avait cette mention du champ lexical un peu créé pour l'occasion, pour voir si cette mention dans les annonces textuelles Kijiji avait un lien avec l'augmentation des prix. Et la réponse, c'est oui. Super intéressant, merci. Je vais m'empresser d'aller lire les trucs sur les coops parce que je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Est-ce qu'on arrête là? A priori, oui. Merci tout le monde d'être venu. Et puis, il y aura une prochaine séance des échos du crash fin mars, j'ai envie de dire. Voilà, merci de votre venue. À bientôt tout le monde.